l'histoire avance de toute façon. Je ne vais pas rester dans les années 30-40. Je suis bien obligée d'admettre que le cinéma a continué. Y compris, effectivement, il lui arrive des choses et il lui arrive qu'il n'y a plus le production code, le code Hays, évidemment. Vous l'avez remarqué depuis déjà les années 60 et surtout la fin des années 60. Et donc, si vous étiez là au début ou si vous avez vu de votre côté New York-Miami de Frank Capra qui a ouvert ce cycle en octobre, vous vous souvenez qu'il y a la couverture qui est mise tendue sur une corde entre Clark Gable et Claudette Colbert et qui est garante d'une sorte de membrane tout à fait tactile et frissonnante, mais qui est quand même garante aussi d'une distance qu'il sera temps de briser à la fin du film quand la couverture va tomber. Et alors là, on est à une époque où la couverture, elle est complètement oubliée, où il s'agit effectivement plus du tout des mêmes problématiques, encore que ce qui m'intéresse dans ce film, c'est aussi de réfléchir avec vous à ce qui est arrivé à la comédie du remariage, puisque ça a été une sorte de genre, en tout cas de genre inventé a posteriori par le philosophe Stanley Cavell pour réfléchir à ce qui se tramait dans les comédies qu'on appelle romantiques, mais je trouve que ça fait trop formule, les comédies amoureuses qui quand même montraient que le couple a besoin de se refonder différemment de simplement le mariage. Alors, le mariage n'étant donc qu'un début et qu'il faut casser tout ça, rétablir un dialogue égalitaire entre l'homme et la femme et vraiment philosophiquement se perfectionner l'un l'autre. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée des années 30-40 qui s'est perpétuée un petit peu après. Et voilà, qu'est-ce qu'on en a gardé de tout ça à Hollywood, ou qu'est-ce qu'on a jeté, à quoi on a tourné le dos de manière plus ou moins violente. Alors, juste pour resituer les frères Farrelly, peut-être que ce soit un nom qu'on connaît un peu plus, Judd Apatow, ou que ce soit les frères Farrelly, c'est des gens qui sont proches l'un de l'autre. Judd Apatow a produit les frères Farrelly et inversement, ils se renvoient un petit peu la généalogie, l'antécédence l'un l'autre. C'est quand même des comiques dont l'inspiration vient de sketchs de télévision et notamment de Saturday Night Live qui a une quarantaine d'années, qui est une émission où des gens ont essayé leur écriture comique et leur talent comique et tout ça a créé non pas une bande parce que ce serait trop réduit, mais en tout cas toute une sorte d'incubateur pour des gens comme des acteurs comme les frères Wilson, Owen et Luke Wilson par exemple, ou d'autres, et notamment Ben Stiller aussi, qui ensuite a eu son propre show télévisé, le Ben Stiller Show, qui est l'acteur principal de ce film-ci, mais qui est aussi, vous connaissez peut-être ces films, qui est aussi réalisateur. Notamment c'était quoi, la double vie de Walter Mitty en 2013 et d'autres films, Zoolander aussi, enfin voilà. Donc ils sont tous assez polyvalents dans le sens où souvent ils sont à la fois acteurs, producteurs pour certains de leurs amis, enfin pour certains gens qu'ils admirent, de même que Judd Apatow par exemple est producteur de certains films, qu'il écrit ou non, ou producteur de la série par exemple Girls de Lena Dunham. Donc tout ça c'est de l'écriture comique, disons, qui se dissémine et qui circule et qui échange, avec, on pourrait dire, effectivement comme point commun, un rapport au corps très, très particulier qu'on va vous laisser découvrir ici. Alors pourquoi ne pas vous présenter plutôt la veine un peu plus prolifique et peut-être un peu plus efficace qui serait donc la veine Judd Apatow, parce que Judd Apatow, sans doute, oui, peut-être, enfin en tout cas plus talentueux dans l'efficacité comique que les frères Farrelly, travaille quand même beaucoup sur le dialogue, sur le langage, donc le langage cru, mais quand même beaucoup sur le langage. Et d'autre part, sa spécialité, ce sont les buddy movies, les comédies qu'on a appelées des bromance en anglais, c'est-à-dire c'est une contraction, c'est un mot valise entre brothers et romance. Et les bromance, donc, c'est-à-dire des films qui finalement tiennent le mariage, le remariage ou quoi que ce soit, ou l'autre sexe, à distance, parce que
les copains, il n'y a que ça de vrai, et que l'initiation adolescente, elle passe non pas par la rencontre avec l'autre sexe, mais par une sorte de lien d'amitié renforcé. Donc voilà, ça donne des films comme Super Grave, que vous avez peut-être vu, et qui sont plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire qui restent quand même pas mal entre hommes. Et ce qui nous intéressait, nous, cette année, c'est de voir ce qui se passe quand le couple naît, ou bien quand il brûle, qu'il est en crise. Donc voilà, donc ça explique pourquoi on a choisi ce film-là. Et puis juste sur les frères Farrelly, alors je regarde mon papier pour les dates, mais vous avez peut-être vu Dumb and Dumber, qui était leur premier long métrage en 1994. Et donc, il y a quand même un arc, une évolution dans leur cinéma, même s'ils ont continué à faire ce genre de films très, très potaches, très peu soucieux d'un récit, d'une narration, et très, très basé sur les gags et sur une certaine idée de l'idiotie. C'est-à-dire comment on pousse l'idiotie jusqu'au rang d'art. Vous allez voir qu'ici, on est beaucoup plus dans l'idée d'un film avec un début, un milieu, une fin, ce qui arrive à une histoire d'amour. Et pour cause, ce film est donc effectivement le remake d'un film d'Ellen May de 1972, qui est une comédie romantique plus douce et je dirais presque un peu mélancolique, sur un jeune homme qui épouse une jeune fille un petit peu rapidement, qui se précipite, disons, dans les bras d'une jeune fille un petit peu rapidement. Donc voilà, ils partent d'un scénario qui n'est pas le leur, et du coup je trouve que c'est intéressant de voir ce qu'ils en font, en mettant à la fois leurs pattes et en même temps en étant obligés d'être un petit peu plus dans le commun des mortels et l'Amérique middle class. Donc voilà, j'en dis pas plus, j'espère que vous resterez un tout petit peu à la fin, et on s'excuse par avance si certains peuvent être choqués par certains mots et surtout certaines images. Bon film tout de même. Bon, alors les quelques survivants. Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite ? Est-ce que je me lance ? Bon, évidemment, alors ce qui m'intéressait, outre l'aspect comique tout simplement de toute comédie, c'est, comme je le disais, de voir ce qui était advenu de la comédie. Voilà, ouais. Si, ça va. À savoir quand même, il y a des indices que c'est quand même de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que le film, je trouve, prend à bras-le-corps la comédie romantique, cette fois-ci au sens vraiment la formule comédie romantique, le genre de comédie romantique, notamment dans l'usage de la musique. Enfin, on sent très bien qu'il y a un certain type de musique avec des cordes pincées qui donne le ton des moments de comédie romantique, mais aussi dans sa structure. Vous voyez qu'au début, ça commence relativement soft. Enfin, il y a l'histoire de la culotte qui est un élément de comédie romantique, mais un accessoire qui est modifié, disons, par rapport à la comédie romantique. Si vous pensez, je sais pas, là, c'est ce qui me vient, aucun rapport, mais c'est quand même le moment de la rencontre, les demoiselles de Rochefort, de Demi, que perd Solange, le personnage de Solange, c'est sa partition. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Le générique de 6 minutes. Voilà, pas le meilleur gag non plus. Donc voilà, donc il y a l'élément de la culotte dont on voit qu'il y a un aspect trash dans la comédie romantique, mais dans le récit, c'est quand même ce type de narration à laquelle on s'attend, à savoir la façon dont ils se rencontrent, le tramway, etc. Et puis ensuite arrive quand même quelque chose, il faut voir à quel moment ça part vraiment de l'autre côté. Mais en tout cas, le film, j'allais dire, les choses se dégradent dans l'ordre du politiquement incorrect. C'est-à-dire que ce qui n'était que allusion sexuelle assez crue au départ, avec l'histoire de la culotte, misogynie, j'allais dire habituelle, parce
parce qu'on est justement dans ce domaine de la comédie entre copains. Donc il y a l'histoire du mariage. Si vous avez vu Serial Nosser, Wedding Crashers de Dobkin, mais produit aussi par Apatow, il y a cette idée voilà, de ce qu'on appelle le male bonding, souvent aux dépens de la femme, donc des commentaires parfois misogynes, mais qui solidifient le lien masculin et qui correspondent à une certaine idée qui est critiquée aussi de cette masculinité-là, qui aurait besoin de ça pour exister tout en sachant qu'elle a tort. Bon, jusque-là, on est dans des choses, je dirais, assez en terrain connu, avec ce personnage donc, de Mac, le type qui se laisse pousser la frange, là, et qui donne d'ailleurs lieu, à mon sens, à l'un des gags les plus drôles du film, mais qui est la petite frange du bébé. Gag visuel, alors ça c'est l'aspect justement des frères Farrelly, Peter et Bobby Farrelly, je le disais par rapport à quelqu'un comme Apatow, bien sûr qu'il y a beaucoup de dialogue, mais c'est plutôt des gens qui s'intéressent aux gags visuels, et donc ça donne un aspect quand même très particulier à cette comédie, du coup qui devient moins une affaire de récit ou même de bons mots, même s'il y en a quelques-uns, mais il y en a de moins en moins, et on passe dans un régime de plus en plus visuel, et j'allais dire de plus en plus gros du coup, de plus en plus grossier, de plus en plus politiquement incorrect, y compris par rapport au traitement par exemple de ce lieu touristique du Mexique, du personnage de Uncle Tito, le Mexicain, dont j'ai cru à un moment qu'il était complètement grimé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout d'origine hispanique. En fait si, c'est un acteur hispanique, mais clairement comme s'il était grimé, c'est-à-dire comme si c'était quelqu'un qui n'était pas du tout hispanique et qui avait des perruques, un faux bronzage, etc. Et puis jusqu'à cette séquence qui paraît presque hétérogène par rapport au reste, mais je trouve que, moi en tout cas ça m'intéresse dans le film, qui est la séquence des wetbacks, des clandestins de la traversée de la frontière, qui ressemble à rien du tout dans le film, et qui est tourné évidemment avec un style qui rappelle on pourrait dire la télé-réalité si on voulait, mais évidemment qui rappelle le documentaire. Et pour avoir vu vraiment il y a une dizaine d'années toute une série de documentaires américains sur la traversée illégale de la frontière, il y en a beaucoup, et c'était à un moment quasiment un genre en soi. Donc il va assez loin dans une forme d'obscénité, parce que évidemment il y a de l'obscénité à tous les niveaux, mais il me semble qu'il y a une obscénité pour cet Américain qui dit qu'il veut rester au Mexique pour se la couler douce, et que s'il veut, ensuite il est quitté par sa femme, s'il veut repasser la frontière, c'est quand même incroyable, il faut attendre 1 mois, et qu'est-ce qu'on le voit faire? On le voit risquer sa vie avec d'autres gens qui, de fait, meurent tous les jours dans la vie réelle, sont arrêtés, sont brutalisés, sont tués par des gens au Texas, etc. Donc là, on est à un point quasiment dans le politiquement incorrect. Enfin, voilà, le curseur, vous le mettez où vous voulez, mais il y a des choses de moins en moins acceptables, on pourrait dire, dans le film. Mais évidemment, le cœur de cet inconfort, il est quand même, me semble-t-il, lié à la chose qui nous occupait toutes ces autres séances, à savoir le mariage, à savoir l'autre. Qu'est-ce que, être en couple, c'est avec un autre. Alors là, c'était des exemples hétérosexuels. En réalité, c'est tout simplement l'autre, parce que l'autre, c'est une autre personne, ne serait-ce que, même pas seulement un autre sexe, mais une autre personne. Et là, en l'occurrence, me semble-t-il, quand même, le fait que ce soit l'autre sexe est aussi très important. C'est-à-dire que ce qui me semble intéressant dans le film, c'est que le burlesque qu'on connaît, le fonctionnement du burlesque, à savoir, on pourrait dire, la chute, l'humiliation du personnage, souvent une humiliation physique qui passe dans le slapstick par la chute, passe ici singulièrement, et c'est vrai que Ben Stiller, c'est quelqu'un qui est souvent humilié dans les films, qui a souvent un certain masochisme. Si vous avez vu Mon beau-père, mes parents et moi, avec De Niro, il y a ce côté-là du personnage. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il me semble que ce qui remplace l'adversité qu'on trouve d'habitude, les coups de bâton qu'on trouve dans le burlesque, c'est le mariage. C'est-à-dire que ce qui lui arrive, c'est qu'il lui arrive que le mariage lui tombe dessus.
et qu'il n'avait pas réfléchi et que l'altérité de l'autre lui tombe dessus. C'est-à-dire que plusieurs fois, il dit dans le film, mais c'est fou, elle est devenue, it's like a switch, hein, c'est comme un interrupteur, tout à coup, on s'est marié, elle est devenue 3 petits points. Mais en réalité, nous, on voit très bien qu'elle n'est pas devenue un monstre, pas du tout. Donc, il me semble que quand même, le film retravaille l'impression inconfortable de la plus petite altérité, même si c'est quelque chose de très banal, de l'autre. Et alors, je parlais de la couverture, la frontière dans New York, Miami, qui sépare pudiquement les gens qui dorment dans la même chambre, mais qui n'en sont pas encore au stade où ils partagent un lit. Et comme par hasard, l'un des premiers gags, quand ça commence à se faisander un peu dans ce film, c'est les toilettes. C'est-à-dire que c'est le moment où elle va aux toilettes et où elle laisse la porte entrouverte et où il entend un paix, voilà, et où on est dans un... C'est à la limite même pas drôle, enfin j'ai pas entendu des gens s'esclaffer, mais on rentre dans le scatologique, et donc cette frontière qui avant était quelque chose de désirable, comme dans New York, Miami, qu'il fallait frôler, qu'il fallait utiliser comme un point de contact, etc., c'est devenu quelque chose de l'ordre de l'abjection du corps de l'autre. Donc je trouve qu'on va quand même assez loin là-dedans, même si, comme on l'a dit, toutes les années, disons à partir du milieu des années 90, et là on est en 2007 avec ce film, il y a eu tout ce travail de trashisation de la comédie, mais pas forcément au sein du mariage. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Comme par hasard aussi, je parlais de frontières, de portes mal fermées. Finalement, le mariage est vu comme une violation de l'intimité, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que c'est l'idée même du couple, de toute façon, est une violation de l'intimité de l'individu, pour un homme en tout cas, comme ce personnage-là, ou pour tous les hommes, si on considère qu'ils ont peur de la femme. Et c'est un petit peu ce qui ressort de très nombreuses de ces comédies américaines-là, post-adolescentes. Et donc, comme par hasard, cette histoire de porte mal fermée, elle se traduit plus tard dans le corps de la femme par cette cloison mal fermée dans le nez. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte de logique et de cohérence qui pousse très très loin dans l'anatomisation de cette question de la relation à l'autre, puisque c'est carrément à l'intérieur du corps de l'autre qu'il n'y a plus de frontières, et que donc c'est une menace. Et quand on dit menace, évidemment, on peut penser aux autres films des frères Farrelly qui étaient loués par la critique comme étant des films s'intéressant aux freaks. Alors freaks avec énormément de guillemets, hein. Ça vient aussi du nom de la série de Judd Apatow, Freaks and Geeks, qui l'a un petit peu lancé et qui a lancé un peu toute sa bande d'acteurs et de collaborateurs. Freaks, pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont mis en scène des personnes, souvent des personnes handicapées, alors que ce soit des frères siamois dans 2 en 1, ou des personnes pas normées du point de vue du corps, dans L'amour extra large, comment s'appelle, Shallow Hal. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, L'amour extra large, avec Gwyneth Paltrow, donc apparemment une actrice longiligne et blonde habituelle. Et en fait, c'est un film concept, contrairement à celui-ci. Il n'y a pas vraiment de concept dans celui-ci. Alors, L'amour extra large, le concept qui vient bien avant celui-ci, c'est qu'il y a un homme qui est plus ou moins envoûté, enfin qui est très impressionné par une sorte de grand Manitou de psychologue, enfin self-help, un spécialiste de comment améliorer votre vie, arrive à faire voir à cet homme... il arrive à faire qu'au lieu de voir la beauté extérieure, l'apparence des femmes, il voit leur beauté intérieure. Hein. C'est évidemment un cliché de tous ces livres d'auto-amélioration qu'on a. Et effectivement, donc, il voit une femme que tout le monde voit obèse, qui fait 200 kilos, et lui, il la voit comme Gwyneth Paltrow, c'est-à-dire longiligne. Et pendant tout le film, on voit alternativement cette actrice et puis cette actrice avec tout un appareillage, un déguisement qui fait qu'elle est obèse. Donc c'est extrêmement
politiquement incorrect aussi, parce que se pose la question de « Ah bah oui, mais pourquoi Hollywood veut quand même montrer l'actrice mince ?» C'est-à-dire dans quelle mesure il n'y a pas une façon de jouer sur les deux tableaux. Mais en tout cas, il y a cette idée du corps difforme comme étant finalement notre corps à tous, quoi. Et il suffit de changer de point de vue pour se voir tout à fait différemment. Et finalement, tout le monde est potentiellement monstrueux. Ou inversement, les gens qui sont considérés comme handicapés ou comme carrément difformes ou comme voilà, pas beau à voir, ça peut toujours être nous, et c'est une espèce d'identité fluctuante et instable. Alors ici, on est à un moment où les frères Farrelly ne vont pas tant que ça dans cette direction de l'empathie vers la difformité. C'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus mainstream, justement, et coulé dans les codes de la comédie romantique. Mais justement, c'est cette contrainte-là qui m'intéresse, parce que quand je disais que le film détruit peut-être, en tout cas donne des grands coups dans l'idée même de comédie du remariage, c'est que c'est le mariage, c'est l'autre comme autre qui est irréconciliablement problématique. Et c'est exactement le contraire de ce que nous apprenait la comédie du remariage, à savoir justement comprendre que l'autre est autre. Et c'est ça qui fait qu'on peut se mettre en couple. Et là, me semble-t-il, on va très très loin, dans la mesure où, alors peut-être j'exagère un petit peu, mais il me semble que finalement ce qui nous est montré, c'est le mariage comme viol de l'homme par la femme. Alors, j'en veux pour preuve donc cette histoire d'intimité comme ça, mise à mal d'emblée, et on pourrait même remonter, même avant les toilettes, à la scène de la voiture aussi, où la scène de la voiture, où finalement il s'agit de quoi? Il s'agit de partager un habitacle quand même très très restreint, qui serait comme la maison qu'on va partager pour le reste de sa vie, hein. Elle répète 40 ou 50 ans plusieurs fois, et où qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au début, ils chantent les mêmes chansons ensemble, et puis il y a une dégradation parce que, en fait, elle connaît par cœur toutes les pires chansons de variété possibles. Et là, déjà, voilà, quelque chose de l'ordre du partage est perdu à l'intérieur de ce tout petit décor qui fait que c'est plus possible. Il peut plus s'isoler. On peut couper la radio, mais on peut pas couper le son de l'autre qui est en train de chanter. Donc, alors ça commence, j'allais dire doucement comme ça, mais pourquoi est-ce que je vais carrément jusqu'à parler de viol? Il me semble qu'il y a cette thématique quand même du viol, d'abord avec son anecdote débile du j'ai perdu ma virginité sur un terrain de baseball, j'ai été poussée sur une batte, donc mauvaise blague dans une assemblée de rednecks, comme il dit, de bouseux, avec tout ce que ça comporte dans la culture américaine quand on dit que des gens sont du Mississippi. Et évidemment, c'est eux qui sont offensés de cette blague. Et c'est lui qui fait la blague la plus redneck possible. Mais il y a déjà cette idée, et comme dit la cousine, mais quand même, tu plaisantes sur le anal rape. Hein, une blague sur le viol par sodomie. Donc il y a déjà cette espèce d'indice comme ça qui troue la conversation. Et puis ensuite, me semble-t-il, la scène de la méduse, ou plutôt de la guérison de la méduse, qui, quand on pense à la façon dont elle est mise en scène, est vraiment mise en scène comme une parodie de viol. Alors encore, mauvais goût, hein. De toute façon on est dans le mauvais goût, c'est même plus une histoire de goût. Alors j'en veux pour preuve non seulement le gros plan sur le vagin, alors c'est pas le comment dire, le cliché du vagin denté, hein, qui est cette espèce de cliché de la peur des hommes par rapport au sexe de la femme, mais c'est la version punk de ça, avec le vagin velu, avec le piercing. Donc quelque chose de tout à fait extravagant, et surtout la façon dont elle urine sur lui, dont il crie à terre, comme ça, elle est derrière lui. Enfin, c'est vraiment, me semble-t-il, filmé de telle manière à, lointainement ou pas, évoquer une scène de viol. Donc c'est quand même, je trouve que ça va quand même très très loin dans cette destruction de l'idée même de mariage. Et puis, finalement, alors qu'à la fin, on pense que tout va rentrer dans l'ordre
et qu'on va être enfin du côté de la comédie romantique qui aurait gagné, évidemment, cette petite touche finale nous montre qu'il n'a rien appris. C'est-à-dire que ce n'est pas un récit d'initiation d'un adolescent qui serait passé à l'âge adulte, pas du tout. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de... contrairement au discours qui tient à son ami en disant « mais oui, je dois partir parce que justement, je fais mes choix, etc. » Non, il refait les mêmes erreurs, il redit les mêmes choses, les mêmes mensonges, etc. Donc voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas de perfectionnisme. Perfectionnisme, c'est le mot philosophique, disons, associé à tout un courant philosophique américain qui a été utilisé pour forger ce concept au cinéma de comédie du mariage. Là, vraiment, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'initiation et il n'y a pas de perfectionnement du personnage. Donc c'est ça aussi qui rend ce film peut-être difficile à aimer, parce qu'on ne peut pas s'accrocher à une psychologie. Il y a quelque chose de très très fuyant si on cherche à s'accrocher à une logique psychologique, et chez l'homme et chez la femme. C'est déplacé dans le traitement du burlesque du corps, et effectué singulièrement ici sur le corps de la femme, alors que d'habitude, dans toutes ces comédies dont je vous parlais, c'est vraiment le corps masculin qui est l'objet de toutes sortes de... Enfin, qui est une espèce d'usine à déjection et à sécrétion. Et ici, c'est quand même beaucoup déplacé sur le corps de la femme. Évidemment, je parlais de viol. Ça commence bien sûr avec la représentation de la sexualité de cette femme qui est quasiment, mécanique dans la violence qu'elle demande à son mari. Alors peut-être, on vous a dit qu'on vous a apporté des bonus, mais je ne sais pas si le mot bonus est tout à fait approprié. Est-ce qu'on passe quelques extraits ? Alors, oui, on avait un petit extrait du remake, mais c'est peut-être pas indispensable. Non, je voulais juste... Du remake de l'original, pardon. Pas du remake, du film de 72. Oui. Alors, je voulais juste vous montrer, peut-être si tu peux montrer, qu'on voit juste la tête des deux acteurs. Le début, oui, ils sont dans le lit. Voilà, juste parce que c'est toujours intéressant de voir le visage. On fait une pause et puis... et puis tu peux passer après, non, tout de suite la suite, si donc tu après, veux montrer juste. Après, c'est 2 extraits de Marie à tout prix, c'est ça ? Ouais. Voilà. 2 extraits donc d'un précédent film des frères Farelly, Marie à tout prix, que vous connaissez peut-être. Et il n'y a pas un autre extrait aussi ? Voilà, pour aller jusqu'au bout, on a un extrait en fait du coup qui est celui de Meet the Fockers. Ouais. Mon beau-père, mes parents et moi. C'est ça, c'est la suite. Toujours avec Ben Stiller. Voilà. Il y a un grand moment quand même typique en tout cas des films de Ben Stiller, je pense. Alors juste pendant que Jean-Paul prépare les petits extraits, quelques mots sur donc The Heartbreak Kid, le film de 1972. En fait, c'est une sorte de réponse, donc de Ellen May, c'est une sorte de réponse quelque part au lauréat, le lauréat de Mike Nichols, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Dustin Hoffman, avec la fameuse chanson de Simon and Garfunkel, et qui va ressortir d'ailleurs cet été. Donc déjà, une sorte de réponse mélancolique par rapport au mariage et par rapport à ce que c'est quand on est jeune. Voilà, Mais alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le film commence sur un mariage et commence sur une jeune femme qui est juive, hein, c'est très très marqué dans le film, et qui demande à l'homme qu'elle vient de rencontrer d'attendre avant l'acte sexuel, et donc d'attendre jusqu'au mariage. Alors même s'il lui répond « Ah, mais de nos jours, plus personne n'attend », elle dit « Mais si, moi j'attends ». Et donc on est presque dans une autre époque, même si on est en 72, par le petit biais ethnique qui a été choisi. Et il y a tout un travail justement sur le côté juif et sur le côté aussi humour juif de toute cette tradition comique qui, jusqu'à celle dont on parle, c'est-à-dire celle des années 90-2000, reste liée à l'humour juif.
que ce soit chez Apatow, que ce soit, et donc aussi dans la lignée de Woody Allen, mais plutôt de Woody Allen des débuts, c'est-à-dire plus burlesque, le Woody Allen de Guerre et Amour, par exemple. Mais enfin, il y a tout un... Mais par contre, donc, The Heartbreak Kid est beaucoup plus doux et mélancolique, et basé sur une opposition entre cette femme qu'il épouse très rapidement et qui est juive, et ensuite, qui est-ce qu'il rencontre ? La nouvelle qu'il rencontre, c'est vraiment la figure de la blonde WASP, White Anglo-Saxon Protestant, jouée par Sybil Shepherd. Si vous avez vu Taxi Driver, c'est un peu le genre de grande blonde, voilà, un peu inaccessible, justement parce que lui est juif aussi et que c'est tout un autre monde. Et c'est en plus une fille à papa, donc il va falloir qu'il y a une forteresse familiale. Donc, vous voyez le déplacement qui est fait dans les années 2000, où on n'est plus du tout dans ce type de valeur. C'est aussi ce tour-là qu'a pris... Alors, juste si on peut regarder un tout petit, juste pour voir la tête de... Comment il s'appelle ? Charles Godwin, et j'ai oublié le nom de la femme, mais la femme, c'est la fille de la cinéaste. On peut arrêter là. Juste quelques mots là-dessus. On a quand même l'impression de voir. J'ai fait exprès de choisir une scène qui est assez similaire, dont on se souvient dans la version de 2007. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de la voir quasiment au ralenti ? C'est-à-dire que ce qu'on a vu avant est comme sous cocaïne, j'allais dire. Enfin, complètement dynamité, mais c'est quasiment les mêmes mots, l'histoire des petits ronds et des petits carrés. Mais vous remarquerez d'une part qu'elle ferme la porte, d'autre part qu'il n'y a pas de gaz, enfin, à tous les sens du terme. C'est vraiment, on a l'impression que c'est et qu'il y a quelque chose déjà qui est instillé, qui est beaucoup plus mélancolique, ne serait-ce que sur la durée. Quand on dit 40 ans, 50 ans, on a le temps de s'imaginer dans quelle mélasse il se dit qu'il est. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus psychologique aussi. Et cet effroi du corps de l'autre, il passe par des toutes petites choses, donc les petits cercles, mais aussi le fait qu'elle saute sur le lit et que ça le fasse tousser. Mais c'est des choses qui restent dans un registre, disons, banal, enfin, et du coup, dans lequel on peut se projeter de manière très, très, très facile. Et puis, la trivialisation aussi de ce moment, qui est quand même leur première nuit d'amour, qui a lieu dans un motel, avec le Milky Way, avec la barre chocolatée, comme si quelque chose de l'ordre des fonctions corporelles de la femme était une désidéalisation trop forte, quoi. Mais ça passe par des petites touches comme ça, et le film est aussi connu, c'est une femme qui l'a tourné, pour être assez équilibré entre, disons, le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme. Tandis que dans celui des frères Farrelly, il est vrai qu'une fois qu'il y a le côté switch, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a eu son coup de soleil, elle passe dans un autre régime corporel. Et elle est en rouge. Enfin, on quitte ce régime justement du réalisme, du psychologisme, de la demi-teinte, pour être vraiment de l'autre côté, et dans un côté où finalement il n'y a plus de contraintes réalistes. Et c'est ça qui peut créer des gags aussi poussées, et une atteinte au corps aussi forte, puisqu'il n'y a plus les exigences du réalisme, ni psychologique, ni de vérisme en général. Alors peut-être on voit donc les extraits d'autres films des Farrelly, haut les cœurs. Le burlesque concentré autour des parties sexuelles de l'homme dans la plupart des films, il y aurait d'autres exemples, dans celui-ci se déplace quand même beaucoup sur le corps de la femme, et c'est ce qui a fait quand même se poser des questions. Et là encore, le film est vraiment politiquement incorrect, parce que dans quelle mesure il n'y a pas une très grande misogynie, alors que les humiliations, quand elles sont subies par le personnage masculin sur son propre corps, sont beaucoup mieux acceptées. Donc voilà, je n'ai pas la réponse à ça. Je trouve qu'en tout cas, ça rend ce film-ci original, finalement, même s'il est moins drôle et moins radical par certains aspects. Mais j'aimerais bien quand même que vous me disiez ce que vous en avez pensé, ou parce que je vous ai même pas si c'est pour dire du laissé mal, la parole. Même si à partir du moment où on est dans un régime d'image, et puis en plus celui-ci, c'est vrai qu'on n'est pas forcément
enclins à être dans l'analyse et que... Mais je pense que c'est ce qui caractérise aussi les Farrelly, c'est-à-dire d'avoir des idées visuelles plutôt qu'un propos. Oui, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est vraiment le type de film où on prend le contre-pied, ce que vous disiez tout à l'heure, de tout ce qui se passait dans la comédie américaine du Code Ice, où en fait on met en avant le corps avec toutes ces monstruosités, parce qu'on le montre et qu'on n'est pas habitué à le voir, et sous des formes assez invraisemblables parfois. Donc c'est vrai dans ce film, c'était vrai aussi dans Marie à tout prix aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs la scène du coup de soleil là, ça fait penser justement, alors sous une autre forme, dans Marie à tout prix, où il y a l'ex de Cameron Diaz qui a des furoncles qui sortent de sa tête, il a le visage tout rouge, etc. Où on voit qu'en fait, il y a effectivement l'intérieur du corps qui s'externalise, en fait. Et donc, voilà, c'est c'est une manière de remettre en avant le corps sous une forme assez monstrueuse, ou en tout cas choquante, quoi. Mais... Oui, je pense que vous avez raison, c'est-à-dire que la logique de conversation, qui serait celle de la comédie de remariage, mais même plus généralement de la comédie romantique, où on est habitué à ce que c'est justement dans l'art de la conversation, y compris la conversation conflictuelle, que quelque chose arrive, que quelque chose se produit dans ce schéma de remariage. Il faut que, alors y compris dans des films comme les films de Cukor ou comme Madame porte la culotte, où ils sont tous les deux avocats. Donc c'est pas rien, c'est un art de la parole performative, de la parole de loi, et comment une guerre des sexes va se traduire à l'intérieur de ça. Et ici, bien sûr, la conversation, elle n'est pas absente, mais elle est bien présente, mais elle est présente, elle est montrée comme étant une façade totale. Et je dirais, et c'est là où le film m'intéresse aussi, et où il charrie énormément de clichés, mais quand même il en fait quelque chose, c'est qu'il dit quelque chose de la culture américaine, y compris de cette culture touristique, du tourisme, c'est-à-dire voilà, on va passer sa lune de miel au Mexique en disant bien que c'est un pays du tiers-monde, etc., en voulant en même temps un hôtel de luxe. On sort jamais de l'hôtel, et quand on sort, c'est avec des représentations folkloriques, enfin ahurissantes. Le coup du ballet folklorique mexicain avec l'âne qui est sur le point de je sais pas quoi, de violer ou d'avoir une relation sexuelle avec l'une des danseuses. Enfin, ça joue avec des clichés racistes extrêmement forts. Et donc, on a cette façon dont est l'image, parce que ça, par exemple, cette idée du ballet folklorique, c'est une pure image. Hein. Vous vous souvenez, dans la façon dont c'est mis en scène, on ouvre la porte. Elle ouvre la porte parce qu'elle est furieuse et choquée pour s'en aller. Et c'est là où on voit cette image presque surréaliste. Et puis la porte se referme. Et là, c'est vraiment, ils nous livrent qu'une image, et leur gag, il vaut ce qu'il vaut. On ne sait pas s'ils s'excusent de le faire ou pas. C'est très bizarre. Et puis ils repartent tout de suite sur autre chose. Donc là, c'est vraiment la pure image. Et puis de manière, je trouve, plus intéressante, la conversation, elle est effectivement aussi dynamitée par le corps. C'est-à-dire que c'est le même corps qui parle, notre corps qu'on utilise pour communiquer, mais qui, comme vous dites, est retourné un peu comme un gant, c'est-à-dire que tout à coup sont extériorisées des choses qui devraient être de l'ordre de la digestion, de la circulation des fluides, etc. Tout ça devant rester bien sagement à l'intérieur, et ça reste pas parce qu'il y a des cloisons qui sont pas là où il faut, parce qu'on demande des positions sexuelles pas possibles, parce que je parlais de cette espèce de fil rouge un petit peu du viol du personnage principal. Il y a aussi la scène du piment dans le nez. Enfin voilà, il y a ce corps qui refuse d'être uniquement un véhicule de cette conversation, un instrument, parce que notre corps nous permet de parler, de regarder l'autre, de faire des gestes, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un changement quand même assez marquant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou je sais pas, ou critiques, parce que c'est quand même pas sans défaut. Du coup, je vais faire une remarque en attendant que les gens préparent leur intervention.
Non, mais je voulais juste ajouter quelque chose, mais enfin, par rapport à la pornographie, en fait, parce que finalement, c'est quand même, il me semble, une vague de films, hein, ces films de la comédie trash et Apatow, en fait, qui me paraissent coïncider en fait avec la vague de la pornographie telle qu'elle a envahi en fait Internet et telle qu'elle a envahi la culture comme jamais avant en fait finalement, et que cette génération-là a été élevée avec. Et alors je sais pas, les frères Farrelly c'est peut-être moins évident, mais chez Apatow ça me paraît assez frappant, surtout dans Super Grave dont tu parlais en fait, où du coup les garçons sont vraiment dans ce fantasme horrible, et en même temps il est rendu drôle parce qu'il faut peut-être dédramatiser, je sais pas. Et ça me paraît important parce que finalement ça fait que comment dire, la relation à l'autre, ou en tout cas aux filles, en fait, peut pas être normale entre guillemets. En fait, elle est fantasmée d'une manière assez atroce dans la performance, enfin des choses comme ça. Et voilà. Et je sais pas. Et du coup, c'est des films en fait qui finalement, moi j'ai toujours l'impression que les films d'Apatow se terminaient quand la conversation pouvait enfin être possible avec une fille sans avoir des fantasmes en fait pornographiques. Oui, des images qui viennent parasiter le dialogue. Et j'ai l'impression que parfois je vois un petit peu ça dans ce film-là. C'est un peu différent peut-être dans ce film de Farrelly, mais les scènes de justement tu dis où il se fait violer quasiment, enfin, et finalement c'est une vision en fait du couple où je sais pas, où finalement le sexe ne peut être que de la pornographie ou quelque chose d'atroce en fait. Enfin, oui, en tout cas, oui. Voilà, il y a vraiment, je trouve, une question autour de ça, quoi. Oui, il y a une question autour du corps féminin comme étant monstrueux, mais pas seulement monstrueux, menaçant, envahissant. Bon, évidemment, cette question, elle a été abordée, y compris dans la presse. Sur le cinéma, il y a même eu un moment, pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas drôles ? C'est une réplique, vous vous souvenez, dans ce film-ci, du père, quand il y a la conversation avec le père et le copain sur le boardwalk, là, les planches, où ils disent bah oui, non mais t'as pas remarqué que les femmes drôles, elles sont un peu homasses. Hein, le père dit ça. Et en fait, cette question, c'est une question qui s'est posée à l'univers du cinéma comique de ces années-là, à savoir, justement, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnages féminins drôles, notamment dans les comédies d'Apatow, ceux qui font des blagues, parce que les comédies de Judd Apatow sont sur des adolescents, mais sont aussi beaucoup sur des gens qui eux-mêmes sont drôles, soit parce que c'est des adolescents qui n'arrêtent pas de se vanner toute la journée comme s'ils avaient que ça à faire, soit quand il a fait Funny People, parce que c'est sur un comique, sur quelqu'un dont c'est le métier d'être un stand-up comedian. Donc il y a eu la question à un moment, la question s'est posée de mais qu'est-ce que c'est que cet humour qui exclut la femme, y compris qui ne sait pas intégrer des personnages eux-mêmes, ayant eux-mêmes de l'humour quand ils sont des femmes. Et la réponse a été apportée de manière assez claire, notamment par des gens qui ont écrit dans le magazine Vanity Fair. Bah oui, en gros, mais c'est une réponse très très banale, mais en gros, on rit plus avec les femmes parce que on a peur de leur capacité de porter un enfant, d'enfanter. Et donc, ce corps fait peur. Et là, c'est plus drôle, quoi. C'est-à-dire qu'on peut en rire, mais elle-même, voilà, on n'importe pas l'humour féminin. On ne peut pas rire avec la femme parce que, justement, son corps est... Et donc, c'est une folie, quand même. C'est d'une puissance fantasmatique absolument incroyable. Et ça culmine dans le film qui s'appelle Encloque, mode d'emploi, qui dans mon souvenir est de Judd Apatow, Knocked Up, où il y a ce plan, alors je ne l'ai pas revu, faudrait, mais reconstituer, hein, comment on appelle ça, du sexe d'une femme qui est en train d'accoucher. Donc vraiment plan frontal, mais faux, enfin refait en plastique. J'imagine. Non, mais je veux dire exhibant aussi son artifice. Quoi. Et n'allant pas du tout du côté qui pourrait être un côté de la comédie romantique contemporaine, qui pourrait dire bah, là on passe en mode documentaire et tout à coup le type il devient adulte parce qu'il est témoin de la naissance de son enfant et voilà, c'est le choc du documentaire qui arriverait et qui changerait tout un régime d'image. Pas du tout. On reste dans le burlesque, mais le burlesque cette fois-ci qui s'incarne dans cette vision horrifique, quoi. Il y a quelque chose d'horrifique, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une pornographie de
de ce sexe qui s'ouvre pour laisser passer la tête du nouveau-né. Donc oui, bien sûr, c'est vrai que cette question d'une génération qui aurait grandi avec des images qui viennent parasiter la possibilité de voir l'autre tel qu'il est, enfin tel qu'elle est, en l'occurrence, c'est-à-dire pas si différente que ça, ou dans une différence qui est tout à fait digérable, absorbable. C'est vrai que j'y avais pas pensé pour ce film-ci, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas cette marque générationnelle, et à la limite, c'est plutôt le père qui est le chaud lapin. Lui, il a un petit côté, justement, 70s, comment on appelle ça, libertaire. Oui, voilà. Mais comment dire, du coup, oui, par contraste, effectivement, il y a le côté... Bon, là, on grossit un peu le trait, mais ce côté réac des nouvelles générations, où justement, on voit bien que lui, quand il voit, comme par hasard, elle est blonde, elle se fait voler son sac, donc il va la défendre, etc. Enfin, il y a un côté quand même très... il idéalise beaucoup, en fait, avant justement de se marier avec elle, de se rendre compte qu'elle a des défauts. Oui, c'est et vrai. les défauts, on pourrait justement... ça pourrait être une représentation d'une exagération délirante, en fait, de petits défauts, finalement, que lui... Tout à fait, va délirer je suis tout à fait d'accord avec cette lecture. Il est tellement effrayé que voilà. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ce qui est la plus petite différence peut devenir, c'est la belle et la bête, quoi. Enfin, il y a toujours une bête, et donc la plus petite différence qu'on voit bien dans l'extrait du film de 72, qui est vraiment quelque chose de tout à fait diffus et dont on peut se dire que c'est pas très grave. Et là, le trait est forcé, mais c'est le principe comique des Farrelly, de même que le père, quand il va à Vegas, il le fait pas à moitié parce que la femme, elle a des seins pas possibles. D'ailleurs, c'est une actrice effectivement qui s'appelle, je sais plus quoi, Cathy Cleavage. Cleavage, ça veut dire décolleté. Enfin, voilà. Enfin, elle a des seins qui sont hors normes. Il y a quelque chose de, on n'est plus dans le trait d'humour. On est dans quelque chose qui dépasse ça pour aller tout de suite dans le fantasme. Et effectivement, pas du tout dans un réalisme physique. Alors le père, pour l'anecdote, le père, c'est effectivement le père de Ben Stiller, Jerry Stiller, et il joue dans Seinfeld. Il joue le père de Jerry, peut-être. J'ai un doute. Enfin, il joue dans la série Seinfeld. Et tout ça est quand même lié à toute une écriture comique du milieu juif new-yorkais qui s'est en partie exilé sur la côte ouest. Si vous connaissez Larry David, qui est aussi un juif new-yorkais post-Woody Allenien, disons, qui est parti, lui, vivre sur la côte ouest, justement après avoir écrit Seinfeld et avoir eu le succès de Seinfeld, et qui s'est filmé ensuite dans Larry et son nombril, Curb Your Enthusiasm, donc une série comique auto-fictionnelle, et où il y a aussi des aspects de son corps, de la représentation de soi, mais c'est lui-même qui joue, donc ça va assez loin. Ici, c'est vrai que j'ai moins pensé à la jeune génération qui serait parasitée dans sa représentation du corps. Mais c'est une valable, lecture, mais l'autre est hyper intéressante aussi. Je trouve, surtout la question du viol, en fait, est vraiment oui, mais je pense très pertinente. En fait, ça s'étend là où c'est un peu plus intéressant dans ce film-là, c'est que c'est pas refermé que sur la question adolescente, qui vient du teen movie, de qu'est-ce que c'est quand son propre corps change. C'est ça le teen movie. Et Carrie, c'est aussi des proportions horrifiques pour un changement qui est l'arrivée des règles chez une jeune femme. Donc il y a toujours cette espèce d'allégorie dans le teen movie, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins cet aspect-là, puisque c'est un homme adulte, c'est un homme de 40 ans, mais du coup, comment dire, on a un plan plus large, et je trouve que ça se contamine à l'ensemble de la société américaine telle qu'elle voit l'autre. C'est-à-dire que là, l'autre, c'est plus seulement le corps de la fille, le corps de l'autre sexe qu'on ne connaît pas encore bien et qui est peut-être horrible, c'est aussi quand même l'autre dans le sens où on est au Mexique, et que le Mexicain, c'est pas n'importe quel autre, c'est l'autre de la frontière, c'est l'autre avec qui on a un passé de guerre, un passé colonial, qu'on a un présent évidemment d'immigration, etc. Donc c'est l'autre dans le rapport de lutte des classes, enfin bon, tout ça, mais tout ça évidemment... apparemment, c'est pas un sujet qui est traité dans le film, et pourtant, ils vont comme par hasard dans ce lieu touristique, et il y a ce personnage exotique, traité de manière exotique de l'oncle Tito, avec l'histoire de la cassette aussi, c'est-à-dire que
c'est toujours l'autre, celui qui regarde des cassettes porno. C'est toujours, c'est jamais soi, et voilà. Et comme par hasard, ce personnage retourne toujours l'humour de l'autre. C'est-à-dire que son seul shtick, quoi, le seul gag associé à ce personnage, c'est « Ah, mais je te faisais une blague ». Voilà. Et donc, il me semble que là, c'est aussi le comique américain au miroir, qui est pris dans une sorte de boucle, de se regarder et de se voir autre, et d'avoir peur, et de pas sortir de cette boucle-là. C'est pour ça que la fin, donc la structure narrative de la fin avec cette espèce de tonneau des Danaïdes, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une femme qui l'aura épousé trop vite, il y en aura toujours une qui finalement sera libre au mauvais moment, qui est presque un mistiming, une asynchronie de mélodrame, hein, parce que ça fait des mélodrames quand l'un est libre, quand l'autre ne l'est plus, etc. Mais en tout cas, moi, ça me fait penser à Un jour sans fin, qu'on a montré la dernière fois. C'était la dernière fois, oui, de Harold Ramis, où Bill Murray, qui fait partie de cette bande comique, de cette lignée comique-là, est justement pris dans ce piège temporel et de ce même jour qui se répète. Donc, je ne sais pas si c'est une allusion volontaire, mais en tout cas, cet effet de boucle, je trouve, il est assez désespérant. Enfin, il y a quelque chose de très noir. Autant dans les films sur les adolescents, il y a quand même un aspect initiatique et voilà, de passage à l'âge adulte, même s'il est tordu et dégueulasse, enfin crado. Autant ici, c'est quand même du point de vue existentiel assez noir, quoi. On peut toujours partir ailleurs, changer de vie, vivre sur la plage. On est plus malheureux que jamais et plus piégé que jamais. Là, c'est peut-être moi qui le lis comme ça, mais je ne sais pas si vous avez d'autres remarques. Ouais. Oui, vous avez cité Woody Allen. Ouais. Et c'est vrai aussi, je vois ça un petit peu comme une forme de contre-pied de Woody Allen, presque une façon aussi un peu, peut-être, je sais pas, de tuer le père Woody Allen, quoi. Ouais. Parce que Woody Allen, finalement, dans les années 70, ça a été vraiment le roi entre... enfin, mais il y a 80 aussi, mais entre... qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, etc. Oui. Et tous les autres films où en fait il intellectualisait les choses. C'est-à-dire qu'en fait il parlait de choses très crues, mais il les montrait pas du tout. Avec qu'est-ce que vous avez voulu toujours savoir sur le sexe, il le montrait mais d'une manière complètement stylisée. Tandis que là j'ai l'impression que Ben Stiller est un peu le contre-pied de ça. Et justement les scènes avec, comment on peut appeler ça, toute la famille de Miranda, on a l'impression que finalement Miranda et sa famille représentent un peu les personnages de Woody Allen tels qu'on les voit dans ses films. Et que eux en face, Ben Stiller arrive avec ses gros sabots, avec ses blagues qui font pas rire, ou alors ou justement on dit oui, c'est ça, ouais. Alors c'est deux facettes de l'Amérique. Tout à fait, mais c'est quand même justement ce que vous disiez, c'est quand même des deux côtés avec une culture juive, quoi, en fait. Donc, oui, d'accord. C'est ça qui est assez. Alors moi, je les vois pas tellement comme les personnages de Woody Allen, mais peut-être vous pouvez préciser. Non, mais parce que les personnages dans les films de Woody Allen, alors on dit les films de Woody Allen, bien sûr il y en a beaucoup, mais ils sont d'un petit milieu. Enfin, je le disais pour Annie Hall, c'est plus évident pour ces films de la fin des années 70, que ce soit Annie Hall, Anna et ses sœurs, Manhattan, c'est justement un petit milieu. Principalement juif et intellectuel, et très cultivé, et cinéphile, et urbain, très urbain. Donc effectivement, là, on a au contraire une famille de rednecks, mais qui commence par le cliché en disant « Ah oui, d'accord, vous venez du Mississippi, ah ben, c'est bizarre, vous n'avez pas d'accent. » Et puis dès qu'on les voit, eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, eux par contre, ils ont l'accent. Assez marqué, Miranda, ils appellent Miranda. Et donc, c'est pour ça que je ne pensais pas spécialement au personnage de... Mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens où il constitue une sorte de petit groupe qui est très intéressant dans le film parce qu'il est un autre à l'intérieur de l'autre. De l'autre, si on considère que
cette espèce d'hôtel, pour moi, qui est l'horreur absolue, mais qui est tout à fait standard par rapport aux Américains. Enfin, après tout, ça n'est pas du tout horrible. C'est moi qui ai une sorte de phobie du tourisme. Il est pas si satirisé dans le film, l'hôtel. Mais c'est vrai que l'autre, a priori, c'est cet autre pays, avec les Mexicains de convention, les mariachis et tout ça. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y a l'entre-deux. Parce que ce sud des États-Unis, et aussi géographiquement plus proche. D'ailleurs, ils viennent tous les ans. Enfin, bon. Et comme par hasard, c'est cette famille, vous vous souvenez, l'occasion pour laquelle cette famille revient tous les ans, c'est le renouvellement de vœux, qui est un truc très très américain, de Bew et de Beryl, des deux figures. Donc là, on a presque comme une espèce de vestige de la comédie du remariage, puisque eux, ils continuent à renouveler leurs vœux et ils sont absolument permanents, tandis que l'autre est dans un doute perpétuel sur le mariage. Quand il dit, mais en fait, ok, cette fille, elle est merveilleuse, il dit à ses copains, à son copain et à son père, mais de toute façon, l'idée même du mariage, c'est it just sounds so permanent, je crois qu'il dit ça. Ça paraît tellement définitif. Et c'est, en même temps, ce qu'il dit, c'est l'évidence. C'est ce qui est demandé dans le mariage, mais c'est devenu, à l'époque où le film est fait, pas si évident que ça. Et donc, c'est vrai que c'est cette famille-là qui est comme une espèce de poche d'autres possibles à l'intérieur de l'autre. Donc, c'est assez... Je ne dis pas que c'est subtil, ce ne serait peut-être pas le mot à employer pour ce film, mais en tout cas, il y a effectivement des couches un peu plus complexes que ce qui paraît au départ. Juste sur tuer le père Woody Allen, qui serait le comique juif par excellence. Oui, il faut donc rappeler que tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, effectivement représente, incarne, c'est-à-dire il joue un spermatozoïde. Pour ceux qui ont dans l'un des sketchs. Et puis il y a aussi dans un autre film l'orgasmatron là dans Sleeper. Donc cette idée que dans le futur, pour avoir un orgasme, il suffira de passer dans une sorte de cabine, voilà, et tout ça sera très aseptisé. Et vous avez raison de dire que Woody Allen se moque de ça. Il critique le devenir aseptisé de l'Amérique et singulièrement de la côte ouest. Et en même temps, c'est là où c'est tordu, lui-même aseptise la représentation de la sexualité. Donc il est assez retors. Et là, on a complètement autre chose. Et c'est ça que je trouve appréciable dans cette génération-là, j'allais dire nouvelle génération. C'est pas la toute dernière, c'est pas la plus jeune, mais c'est que les choses sont montrées. Et c'est pour ça qu'on a passé cet extrait aussi avec le sexe coincé dans la braguette, parce qu'on se dit, quand on voit le plan, ça arrive très tard dans la scène. On a d'abord tous les gens qui se disent, bon, alors, et avec ce dialogue de la mère qui rentre et dit « What are we looking at here ?» mais en fait, de quoi on parle? Est-ce que c'est... elle fait ça, bon. Et donc, on a les gestes, la parole, etc., avant d'avoir ce plan furtif qui correspond à rien, qui est le plus indéfini possible quant à cette question. Mais en tout cas, il y a à un moment cette frontalité-là, et qui participe aussi du comique. Ce que Woody Allen a très peu fait, mais lui, je pense que c'est un motif de fierté pour lui, d'avoir au contraire réussi à tenir tout ça dans l'écriture. Donc c'est une autre approche. Justement, cette scène avec la braguette et juste le plan juste à la fin, ça m'a fait penser en contre-pied aussi à Rosemary's Baby, en fait. Ah, oui. Tout le monde parle de quelque chose, mais on ne le montre pas. Tandis que là, lui, il rajoute le plan, un petit peu comme un pied de nez avec Woody Allen aussi. Quoi. Oui, mais c'est très risqué dans la mesure où tout peut s'écrouler. C'est-à-dire que parfois, montrer, c'est déjà trop montré et on perd tout un pan de l'auditoire dans le trop montré. Mais en tout cas, c'est le pari qui est fait, et y compris chez les frères Farrelly, c'est le pari de la monstruosité, parce que qui fait des films sur des frères siamois, je veux dire, qui fait un film où il paye sans doute des dizaines de milliers de dollars pour transformer une actrice mince en actrice obèse, alors qu'il pourrait prendre une doublure, etc. Il faut quand même être très très travaillé par cette question de la corporéité et de la frontalité du poids que ça a, ce corps, quoi. Bon,
En tout cas, merci d'être venu et resté. Alors, juste une petite anecdote pour finir, en fait, parce que moi j'ai vu le film en 2007 en salle, et du coup, je ne sais pas si tu te souviens, mais au générique de fin, il y avait un gag ultime qui renvoyait. C'est peut-être pour ça. Qui renvoyait au fait, à un moment, Ben Stiller parle, quand elle lui dit qu'elle a une cloison déviée dans le nez, je sais pas, et il dit qu'il avait un copain de colo, je ne sais plus, qui avait ça. Et en fait, il y a un sketch dans le générique, là ils l'ont remplacé par autre chose, qui montrait des gamins en train de sniffer de la coke, des gamins de 7 ans. Ouais. Bon, évidemment, ça n'a pas tenu très longtemps aux États-Unis, et les versions vidéo ont été expurgées. Et on ne trouve plus le film en fait, dans cette version, mais c'était un gag ultime qui était un peu plus drôle. Et c'est intéressant parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, dans le magazine de trade paper, un magazine professionnel Variety, Judd Apatow a déclaré, a déclaré à Sony, comme ça à la cantonade, il a dit les versions expurgées, vous pouvez vous les mettre au cul. Je cite. You can shove the cut versions up your ass. Et en fait, c'est parce que toute une série de films, y compris les siens, sont mis sur VOD par Sony, mais cleaned up. Alors moi, je suis assez curieuse de ce que ça peut être cleaned up. Non, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai vu un trailer de ça, en fait. Il y a une campagne de pub là-dessus. Et franchement, allez voir. Vous tapez Sony Clean Up Version, un truc comme ça. Et c'est très impressionnant. Ils ont vraiment remonté, redoublé. Ils ont dû prendre des scènes alternatives. Et ils arrivent... Alors, parce que, quand même, parce que les Apatow sont quand même caviardés de gros mots, etc. Mais non. Et puis quelle idée, en fait, de vouloir faire des versions tout public de Super Grave. Enfin, c'est un peu absurde. Mais ils y arrivent. Hein, c'est très étonnant, cette croyance qu'on peut nettoyer. On peut toujours nettoyer. Il en resterait quelque chose. C'est très étonnant. Aujourd'hui, on pense que les versions expurgées, c'est dans le vieil Hollywood où les gens n'avaient pas accès à la salle de montage, les cinéastes, il n'y avait pas de director's cut, etc. Et en fait, non, évidemment, c'est le pouvoir de la masse. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse être diffusé. Alors que ici, vous voyez comment le père de 77 ans parle à 2 minutes du début, some pussy crushing, et ce mot pussy crushing qui revient. Donc c'est incroyable d'imaginer ces versions expurgées. Mais encore une fois, je pense que c'est quand même très étonnant, et sans doute ça s'explique aussi, mais c'est qu'il y ait ce retour en fait de puritanisme en fait assez violent, et qu'en même temps il y ait quand même toute cette imagerie pornographique qui est sur Internet, accessible par tous, et même les enfants, et qui aussi est reprise dans la publicité partout. Et qu'en même temps, il y a cette démarche justement de tout purifier, en fait. On pourrait dire que quelqu'un comme Judd Apatow, alors un peu moins les frères Farrelly, mais quand même, eux-mêmes se chargent d'une forme de purification à l'intérieur des films, dans la mesure où il y a quand même un horizon, j'allais dire, familialiste, notamment dans la filmographie de Judd Apatow, où finalement, une fois qu'on a quitté les ados, et que les ados ont réussi à parler à des filles, et qu'ils ont un tout petit peu grandi, et que par hasard, ils en ont mis une en cloque, et que donc ils sont forcés d'être pères de famille, finalement tout ça aboutit à l'horizon de la famille comme étant un horizon désirable. Et c'est plus le couple comme dans la comédie de remariage qui est l'horizon, c'est quand même la famille avec quelque chose de finalement désirable, quoi. Donc je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi une édulcoration de la part de certains de ces cinéastes. Mais en tout cas, elle n'est pas de cet ordre-là. Alors, en parlant d'édulcoration, si vous venez l'année prochaine, je vous garantis qu'il n'y aura pas de sécrétion bizarre dans la série de films sur la comédie musicale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc ne pas être radicalement aussi grossier dans des films, et en même temps être très radical, je trouve, aller très loin dans ce qu'on fait avec le corps, avec les corps. Et c'est l'objet, à mon avis, c'est l'un des grands enjeux de la comédie musicale, mais tout aussi outré finalement, et tout aussi poussé à bout
Donc voilà, j'espère que vous ne verrez pas ce programme de comédie musicale comme une sorte de petit plaisir rétro, mais comme une façon de vous confronter, de nous confronter tous avec des sortes de défis aussi corporels et de défis de mise en scène. Et si vous n'avez pas vu Chantons sous la pluie sur grand écran, honnêtement, vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, je vous engage après à venir. Ajouter que quand même, par rapport à ce qu'on disait sur toute l'histoire de la censure, etc., on va quand même passer Prologue en début d'année, qui est un film, comment dire, pré-Code Eyes, donc qui était d'avant la fameuse censure hollywoodienne qui s'est mise en place, et donc il y a beaucoup d'allusions au Salas, etc. Enfin, évidemment, c'est pas trash comme chez les frères Farrelly. Je sens que tu cherches à faire une sorte de teaser pour que les gens viennent quand même. Non, par contre, c'est vraiment un film extraordinaire. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, l'histoire est passionnante, c'est extrêmement dynamique, ça va très très vite. Il y a un rythme incroyable. On en avait passé un avec Jean-Baptiste Torret, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. C'était Heroes for Sale, qui est donc un film aussi pré-Code Eyes. Et moi, j'ai retrouvé un peu ce rythme, en fait, cette énergie dans le film que je trouve formidable. Enfin, voilà. Donc les aventures du corps vont continuer l'année prochaine.